Cours en terminale S, décryptage scientifique et disciplinaire du programme de TS Enseignement scientifique. À la demande d'un petit groupe d'élèves de terminale anxieux, désireux de réussir leur année scolaire en sciences de la vie et de la Terre, m'ont demandé quel sens général on pouvait donner aux différentes parties des 3 thèmes proposés. Voici quelques éléments de réponse. Concernant le thème numéro 1, la Terre dans l'univers, la vie, l'évolution du vivant. Le sens général serait de comprendre la diversité génétique source, mais pas seule, d'une diversification des êtres vivants, base de l'évolution. Compréhension permettant d'interroger le concept d'espèce, le cas de l'homme et celui particulier de la vie fixée chez les plantes. En fait, dans ce thème, les élèves vont travailler le thème 1A concernant la génétique et l'évolution. Dans ce thème 1A, il y a plusieurs sous-thèmes. Sous-thème 1A1 concernant le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Le thème 1A2 concernant la diversification génétique et la diversification des êtres vivants. Le thème 1A3 de la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité. Thème 1A4, un regard sur l'évolution de l'homme. Thème 1A5, les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l'évolution, avec l'exemple de la vie fixée chez les plantes. Donc, je répète, le sens général de ce thème 1, c'est-à-dire la Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant, sens général, donc, serait de comprendre la diversité génétique source, mais pas seulement. Donc ce n'est pas la seule, en fait. On parle aussi d'une diversification des êtres vivants qui est la base de l'évolution. Et ensuite, il faut comprendre, donc il faut qu'il y ait une compréhension qui permette de s'interroger sur le concept d'espèce, le cas de l'homme et celui particulier de la vie fixée chez les plantes. Donc, je répète concernant ce thème 1A, génétique et évolution. 1A1, le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Alors, je parle lentement si vous avez envie de prendre des notes. Thème 1A2, diversification génétique et diversification des êtres vivants. Donc, les deux vont de pair, en fait. Sous-thème 1A3, de la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité. Donc là, on voit bien qu'il y a un enchaînement avec les sous-thèmes précédents. Et thème 1A4, on pose un regard sur l'évolution de l'homme, donc il s'insère dans la biodiversité, évidemment. Et donc l'homme s'insère aussi dans la diversification des êtres vivants. Donc une diversité génétique entraîne en fin de compte une diversification des êtres vivants et donc une évolution des êtres vivants, mais une évolution également de la biodiversité. Alors, une biodiversité, à noter au passage, qui est changeante, évidemment. On pose un regard, donc dans le sous-thème 1A4, sur l'évolution de l'homme, donc l'homme en lui-même qui s'insère dans toute cette génétique et cette évolution, en fait, de la diversification et de l'évolution elle-même des êtres vivants. Et enfin, dans le sous-thème 1A5, on essaie de parler des relations entre l'organisation et les modes de vie, qui sont en fait le résultat d'une évolution. Et on prendra un exemple tout simple de la vie fixée chez les plantes. Je répète une dernière fois le sens général afin que vous compreniez bien. Donc, il s'agit de comprendre la diversité génétique source,
Donc là, vous parlerez de mutations, etc. Donc de nombreux phénomènes qui mettent en jeu, dont la conséquence serait qu'il y ait une diversification génétique à la base de tout ce qui va suivre après. Mais pas seul. Une diversification des êtres vivants qui est la base de l'évolution. Donc la génétique, diversification des êtres vivants, et au niveau de l'évolution, c'est une base. Ensuite, il faut comprendre également, et en parallèle en fait, une compréhension qui va vous permettre de vous interroger sur le concept d'espèce. C'est quoi une espèce en fait? Si on considère que la génétique est à la base de l'évolution, en fait, donc des êtres vivants, comment est-ce que l'on peut définir la notion d'espèce, sachant que en parallèle à cette évolution, les espèces sont très variables et peuvent même, suite à des mutations, se transformer. Donc le cas de l'homme est pris. Donc on parle concept d'espèce en tant qu'homme. Est-ce que l'homme fait partie de l'espèce animale ou est-ce que l'on pourrait éventuellement parler d'autre chose? Et celui particulier de la vie fixée chez les plantes. Donc on prend un exemple en fait chez les mammifères, donc l'homme par exemple, puis un exemple chez les plantes, un exemple au niveau de la flore, en prenant une vie fixée des plantes. On pourrait parler par exemple des angiospermes. Ce thème numéro 1 appelle un sous-thème 1b. Donc on a parlé du thème 1, c'est-à-dire la Terre, la vie, la Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant, avec le sous-thème 1a parlant de la génétique et de l'évolution. Et là, on parle du sous-thème 1b et on va se placer plutôt dans la partie géologie plutôt que dans la partie vie concernant le sous-thème précédent. Donc ce sous-thème 1b serait le domaine continental et sa dynamique. Domaine continental, donc là on va parler des continents et la dynamique des continents, donc comment se forment les continents en fin de compte, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils sont fixes ou est-ce qu'au contraire il y a une dynamique interne voire externe ou une association entre les deux. Donc là on peut se poser en tout cas la question. Alors évidemment pour étudier ce thème 1b, le domaine continental et sa dynamique, il y a différents sous-thèmes. Là, en l'occurrence, il y en a 4. Alors, le thème 1b1 concerne la caractérisation du domaine continental. Alors, les élèves connaissent la notion de lithosphère. Donc là, on parlera essentiellement de lithosphère continentale, sachant qu'il existe en parallèle une lithosphère océanique, mais là, pour l'instant, on ne parle que du domaine continental. Donc, lithosphère continentale, les reliefs et l'épaisseur crustale, c'est-à-dire l'épaisseur de la croûte. Quelle est l'épaisseur de la croûte continentale, en fin de compte? Et indirectement, on pourrait comparer avec l'épaisseur de la croûte océanique. Donc, ce thème 1b, donc je répète, c'est caractérisation du domaine continental, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise ce domaine continental, qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle domaine continental. On parlera bien entendu, et je répète, en fait, la lithosphère continentale. C'est quoi la lithosphère en fait? Alors, nous verrons que c'est une partie rigide qui repose sur une partie moins rigide que l'on appelle asténosphère. Donc on parlera de lithosphère continentale, donc c'est quoi? Ensuite des reliefs et de l'épaisseur crustale. Pourquoi des reliefs? Parce que vu qu'il y a une dynamique, eh bien, le déplacement de cette lithosphère continentale va engendrer par endroits des reliefs qui seront propres à cette lithosphère continentale. Ensuite, sous-thème 1b2, on va parler de convergence lithosphérique. Donc une convergence. Alors, nous étudierons le contexte de la formation des chaînes de montagnes. Donc, tout à l'heure, on a parlé de relief dans le sous-thème 1b1. Et là, ces reliefs concerneront, par exemple, les chaînes de montagnes. Comment se forment les chaînes de montagnes en fin de compte? Est-ce que ces chaînes de montagnes font vraiment partie de la lithosphère continentale et sont-elles une conséquence du rapprochement de certains continents? Bon, nous essaierons de décrypter dans les cours, évidemment, ces phénomènes qui existent en réalité, comme par exemple la chaîne des Alpes, les Pyrénées, etc.
Ensuite, 1B3, nous parlerons du magmatisme en zone de subduction. Alors, les zones de subduction se placent, enfin, on en parle dans un contexte de convergence lithosphérique. C'est-à-dire des lithosphères vont se rapprocher, alors, et à un moment donné, eh bien, l'une va passer sous l'autre. On appellera cela une zone de subduction. Alors, il faudrait peut-être le mettre en parallèle avec les lithosphères océaniques, sachant que l'une est peut-être plus lourde que l'autre et que lorsqu'elles vont s'affronter, ces lithosphères, donc continentale et océanique, peut-être que l'une va passer sous l'autre. Bon, on peut l'imaginer en tout cas. Alors, on verra que dans le magmatisme des zones de subduction, il y a une production de nouveaux matériaux continentaux. Bon. Ensuite, sous thème 1B4, on verra qu'il existe également en parallèle une disparition des reliefs. Alors, on pense par exemple aux chaînes de montagnes qui vont subir une érosion, les matériaux vont se désagréger, vont tomber donc de l'amont vers l'aval, être entraînés des fois par des torrents, etc. Donc tout doucement, de fil en aiguille, à mesure que le temps passe, il y aura une disparition des reliefs. Alors, est-ce qu'il y aura une conséquence, par exemple, sur l'épaisseur donc sur l'épaisseur crustale, sachant que une chaîne de montagne qui est jeune, qui est très haute, peut appuyer très fortement sur le dessous. Et si on fait une érosion au niveau de cette chaîne de montagne avec le temps, peut-être qu'il y aurait un réajustement qu'on appellera plus tard un réajustement. Bon, je laisse aux élèves le soin de découvrir le nom. Alors, quel est le sens général de ce thème 1B, le domaine continental et sa dynamique? Eh bien, ce sera de comprendre l'évolution de la lithosphère continentale. Donc, il faudrait d'abord peut-être comprendre comment elle se forme et ensuite comment elle évolue, donc comprendre l'évolution de la lithosphère continentale à travers la compréhension de l'affleurement de la seule croûte continentale en zone émergée, son avenir également, alors son origine également et son devenir, comme on l'a dit. Donc, comprendre l'évolution de la lithosphère continentale, je répète, à travers la compréhension de l'affleurement de la seule croûte continentale. Un affleurement, c'est ce que l'on voit suite à une érosion plus ou moins importante, et on voit les roches, par exemple, du sous-sol apparaître en surface. Donc en zone émergée, alors pas immergée, émergée, son origine et son devenir. Donc je répète, dans ce thème 1, on parle de la Terre dans l'univers, la vie, l'évolution du vivant, et dans ce sous-thème 1b, on parlera plutôt du domaine continental, de la dynamique, donc on se placera dans le contexte de la géologie. Rappel des 4 sous-thèmes, donc je vais parler lentement si vous voulez prendre des notes. Donc sous-thème 1b1, la caractérisation du domaine continental, 2 points, lithosphère continentale, relief et épaisseur crustale. Sous-thème 1b2, la convergence lithosphérique, 2 points, contexte de la formation des chaînes de montagne. Alors, entre parenthèses, là, on pourrait imaginer chaîne de montagne. Tout à l'heure, on va parler de zone de subduction où une lithosphère sera peut-être plus lourde que l'autre et l'une va peut-être passer sous l'autre. Alors que là, dans la convergence lithosphérique, donc si 2 lithosphères continentales s'approchent, elles ont la même densité et peut-être que l'affrontement va justement créer ces chaînes de montagne. Donc, convergence lithosphérique sous thème 1b2, contexte de la formation des chaînes de montagne. Ensuite, sous thème 1b3, ce sera le magmatisme en zone de subduction. Donc, on verra donc le magma, comment se forme une partie de certains magmas, et on verra qu'il y a une production de nouveaux matériaux continentaux. Donc là, c'est un petit peu un mystère parce que on est dans une zone de subduction et on va voir que à mesure qu'une lithosphère s'enfonce, elle va subir une pression et une température de plus en plus importante. Et effectivement, là, peut-être qu'on peut s'imaginer qu'une lithosphère qui est rigide, qui s'enfonce, va peut-être subir une espèce de fusion, donc peut-être production de nouveaux matériaux
qui vont remonter vers la surface, puisque la chaleur va créer une diminution de la densité de certains matériaux, en fin de compte, peut-être, et ces matériaux auraient tendance peut-être à monter vers le haut, d'où peut-être la production de nouveaux matériaux continentaux. Donc, qui se placeront évidemment dans ce domaine continental et dans la dynamique de ce domaine continental. Et ensuite, enfin, dans le sous-thème 1B4, eh bien, on voit la disparition des reliefs. Donc, ça veut dire, par exemple, si on a un affrontement de deux lithosphères continentales pour former, par exemple, des chaînes de montagnes, eh bien, dû aux intempéries, aux éléments naturels extérieurs à l'intérieur de la Terre, en fait, donc dans ce qui concernerait, par exemple, le paysage que l'on voit, qui est soumis à, par exemple, la neige, la pluie, la gelée, etc., eh bien, ces reliefs vont avoir tendance à disparaître. Et puis, peut-être qu'il y aura, donc ce mot mystère que je vous avais sous-entendu, un réajustement isostatique un petit peu plus tard. Donc, je répète une dernière fois le sens général de ce thème 1B, le domaine continental et sa dynamique. Ce serait comprendre l'évolution de la lithosphère continentale, à travers la seule croûte continentale. Donc, il faut définir c'est quoi la croûte continentale, en fait. Bon. On verra que dans la lithosphère, il y a deux parties essentielles, dont la croûte, qui est la partie la plus superficielle et qui contiendra un certain type de roche. Bon. Un parallélisme à faire avec la croûte océanique, qui, elle, possédera d'autres types de roches et qui permettront de comprendre pourquoi l'une des lithosphères, entre océanique et continentale, est plus lourde que l'autre, qui pourra expliquer en fin de compte en quoi la zone de subduction est possible, c'est-à-dire le fait qu'une plaque passe sous l'autre. Alors en général, c'est le plus lourd qui passe sous l'autre. Donc on imagine que ce sera la lithosphère peut-être océanique qui passera sous l'autre, puisque indirectement, mais nous le verrons plus tard, la densité est plus élevée au niveau de la lithosphère océanique. Ensuite, on passe sur le thème numéro 2. Alors, il s'agit là d'enjeux planétaires contemporains. Alors, quel est le sens général? Ce sera comprendre comment l'enjeu de la culture des plantes est passé et passe par l'action de l'homme sur leur génome. Alors, il y a deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est le sous-thème 2A concernant la géothermie et les propriétés thermiques de la Terre. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du sens général, et si vous avez compris, et pour ceux qui connaissent un petit peu le programme de terminale, en fait, il s'agissait bien sûr du sous-thème 2B, la plante domestiquée. Donc, je répète ce sous-thème 2B, avant de passer au sens général du sous-thème 2A que je n'ai pas encore dit. Donc, sous-thème 2B du thème 2, enjeux planétaires contemporains, sous-thème 2B, donc c'est la plante domestiquée. Alors, ça veut dire quoi de plante domestiquée? On peut penser, par exemple, concernant l'évolution de l'homme, peut-être, admettons, vous prenez un épi de blé sauvage, peut-être que l'homme va réussir à domestiquer, par exemple, cette plante pour en faire une nourriture potentielle. Bon, quel est le sens général? Eh bien, c'est comprendre comment l'enjeu de la culture des plantes est passé et passe par l'action de l'homme sur leur génome. Donc là, on voit qu'il y a quand on parlait du croissant fertile à l'époque de sa découverte, en fait, quand il y a eu la découverte de la culture, en fait, l'homme a sélectionné des plantes et donc ces plantes ont tout doucement servi à sa nourriture, en fait. Mais à l'époque, l'homme ne connaissait pas les gènes, le génome, les chromosomes, le noyau qui protégeait ce matériel génétique, donc ce patrimoine génétique. Et bien, ce patrimoine, avec l'évolution de l'homme et de nos jours, en fait, ce patrimoine va être plus ou moins compris, il est compris, et l'homme va pouvoir intervenir sur ce génome pour domestiquer une plante en sa faveur éventuellement, en la faveur de l'homme, quoi. Donc, on revient sur toujours thème 2, enjeux planétaires contemporains, mais le sous-thème 2A.
il s'agit de géothermie et propriétés thermiques de la Terre. Alors géothermie, ça veut dire géo, ça veut dire terre en gros, thermie, température, donc température de la Terre, la géothermie, et propriétés thermiques de la Terre. Donc la Terre, c'est globalement une sphère qui possède une surface, qui possède une atmosphère, une surface, et vers la profondeur, on a une pression et on a de la température qui augmente. Alors, quel est le sens général de ce sous-thème 2A, géothermie et propriétés thermiques de la Terre? Eh bien, ce serait comprendre que l'enjeu énergétique passe par la connaissance du flux thermique dont l'origine est interne. Alors, un flux, c'est le passage de quelque chose par unité de temps. Si par exemple on prend une rivière ou on prend même un tuyau d'arrosage, on se place à un endroit précis, on ouvre le robinet et on regarde quelle quantité d'eau va passer par unité de temps. Bon, ça s'appelle un flux. Là, il ne s'agit pas de flux d'eau, mais de flux thermique. Donc on nous dit dont l'origine est interne, donc ça veut dire que à l'intérieur de la Terre, il y a de la chaleur de plus en plus importante à mesure que l'on s'approche du noyau de la Terre. Eh bien cette chaleur, elle va avoir tendance à se dissiper de fil en aiguille. Alors, à noter que la chaleur très importante est due en grande partie aussi dans le manteau à la radioactivité des roches. Bon. Donc, de la chaleur est créée, et cette chaleur, il faut bien qu'elle s'en aille, qu'elle parte, qu'elle se dissipe, qu'elle circule. Bon. Donc, il va y avoir un flux thermique qui arrive en surface et dont l'origine est bien interne. Donc c'est ça le sens général de cette géothermie et propriétés thermiques de la Terre, c'est bien de comprendre que l'enjeu énergétique passe par la connaissance du flux thermique dont l'origine est interne, c'est-à-dire quand on parle d'enjeu énergétique, on parle de la planète, la protection de la planète. On parle de nos jours de l'effet de serre, un effet de serre qui est très important et dont l'homme contribue largement. Bon, température d'effet de serre, on rappelle que c'est une trentaine de degrés. Pourquoi 30 degrés? Est-ce que les élèves ont du mal à comprendre des fois? Simplement, il s'agit d'une prise de conscience que s'il n'y avait pas l'atmosphère, des mesures scientifiques montrent que cette température moyenne de la Terre serait de moins 15 degrés. Et on constate actuellement que la température moyenne de la Terre est de plus 15 degrés. Alors, je prends 15 à peu près. Et si on regarde l'écart de température sans atmosphère, c'est-à-dire moins 15 pour aller à 0, ça fait plus 15, et 0 pour aller à 15, plus 15 degrés actuelle température moyenne, on arrive bien à une température d'effet de serre de 30 degrés. Alors, en réalité, c'est plus proche de 33 degrés que de 30, mais disons 30 pour simplifier. Et l'homme contribue à augmenter cette température d'effet de serre. Pourquoi? Parce que depuis la révolution industrielle, eh bien, il émet des gaz à effet de serre. Par exemple, lorsqu'il y a eu la découverte des pétroles, puits de pétrole, utilisation du pétrole, du charbon, etc., eh bien, cette utilisation a libéré dans l'espace une grande quantité de ce CO2 qui est un gaz à effet de serre et donc qui a contribué à réchauffer la planète, dont les résultats et les conséquences se font ressentir actuellement et se feront ressentir encore plus sur le long terme. Donc il y a un enjeu énergétique, comment empêcher l'utilisation excessive de ces hydrocarbures en fin de compte qui proviennent du pétrole, comment empêcher l'homme de libérer en excédant ces gaz à effet de serre. Eh bien, c'est tout là le problème de l'enjeu énergétique. Et une partie de cette étude qui va permettre de soulager un petit peu cette contribution de l'homme, parce que l'homme en fait a besoin de cette énergie, eh bien le flux thermique fait partie de cet enjeu énergétique. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est renouvelable. Alors que si on prend par exemple du pétrole qui s'est formé sur des millions d'années, une fois que l'homme extrait le pétrole, eh bien, il n'y a pas de renouvellement de ce pétrole sur le court terme. C'est pas possible. Donc, le pétrole va disparaître, et donc il faut qu'il y ait des alternatives de remplacement de ce pétrole, c'est-à-dire une énergie propre, comme les éoliennes, par exemple, les panneaux solaires, par exemple. Mais est-ce que cela est suffisant? Non. Les flux thermiques, donc la géothermie fait partie de ces énergies propres, entre guillemets. Bon.
Après, on peut se poser la question aussi, est-ce que le nucléaire fait partie de l'énergie propre ou pas? Et on pourra dire que non, puisque l'énergie propre, c'est une énergie qui ne va pas polluer. Alors le nucléaire, dû au rayonnement radioactif, évidemment, est un polluant de l'atmosphère, de l'air, et va évidemment abîmer le corps des hommes, et des animaux et des plantes. Bon. Donc voilà, quel est le sens général de cette géothermie et propriétés thermiques de la Terre? Eh bien, c'est comprendre l'enjeu énergétique qui passe par la connaissance du flux thermique dont l'origine est interne. On dit connaître bien ce flux thermique permet de gagner des points sur cet enjeu énergétique. Bon, voilà. Ensuite, on passe au thème numéro 3. Il s'agit du corps humain et de la santé. Alors, le thème 3A, donc il y a un sous-thème 3A. Quel est le sens général avant de donner les éléments importants concernant les 3 sous-thèmes? Sens général, je répète, maintien de l'intégrité de l'organisme, quelques aspects de la réaction immunitaire. Donc là, on va bien se placer dans quelque chose dans le corps qui va nous protéger et que l'on appelle le système immunitaire. Alors, il s'agira là de comprendre, dans le sens général de ce sous-thème, de comprendre que la bonne santé de l'individu résulte de réactions immunitaires, base d'un équilibre dynamique, développées, donc ces réactions immunitaires, développées en réponse à des dérèglements internes ou à des agressions du milieu extérieur. Alors, on va détailler un petit peu tout à l'heure. Maintenant, je répète concernant ce sous-thème 3A, le maintien de l'intégrité de l'organisme, quelques aspects de la réaction immunitaire. 3 sous-thèmes. Sous-thème 3.1a, la réaction inflammatoire, qui sera un exemple de réponse innée. Donc, on verra que la réaction inflammatoire s'inscrit dans le type de réaction rapide, en opposition avec des réactions qui seront beaucoup plus lentes si ces réactions rapides, dont nous parlerons un petit peu plus tard, donc dans le cours en fait, ne sont pas assez efficaces. On prend l'exemple, on est infecté par une bactérie, on se coupe, admettons. Donc il y a une plaie, ça saigne un petit peu, réaction inflammatoire, bon, des bactéries vont pouvoir venir ici coloniser cette plaie si elle n'est pas désinfectée, et donc on pourra avoir des globules blancs qui vont approcher pour faire ce que l'on appelle la phagocytose, mais quelquefois cela ne suffit pas, et il faut que des réactions plus lentes se mettent en place, dont par exemple la création de la formation d'anticorps font partie. Ensuite, thème 3A2, l'immunité adaptative, prolongement de l'immunité innée. Alors c'est ce que je disais précédemment, si la réaction rapide n'est pas efficace, il va falloir qu'une réaction plus lente se mette en place, et c'est ce qu'on appellera une immunité adaptative. C'est-à-dire que le corps va s'adapter à ce qui va se passer face à l'agresseur. Donc ce sera un prolongement tout naturel de l'immunité innée, donc immunité innée qui sera pratiquement spontanée. Et ensuite, on verra que dans le sous-thème 3A3, que le phénotype immunitaire au cours de la vie existe, c'est-à-dire que en fait, on parle de génotype et de phénotype. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes, par exemple des allèles, fonctionnels dans une cellule ou dans l'ensemble de l'organisme. Le phénotype, lui, c'est la conséquence du génotype. Alors, il y a 3 types de phénotypes. Le phénotype macroscopique, le phénotype cellulaire et le phénotype moléculaire. Alors, si on regarde dans le sens logique de l'évolution entre le génotype et le phénotype, on s'aperçoit que le génotype est à l'origine du phénotype, mais qu'on parle d'abord du phénotype moléculaire, puisque l'expression d'un gène passe par la formation d'une protéine. La protéine, c'est un assemblage d'acides aminés, et là on parlera de phénotype moléculaire. Ensuite, ces protéines s'inscrivent dans une cellule. Donc, ce phénotype moléculaire aura une fonction spéciale, précise, dans une cellule où il y a un certain métabolisme. Eh bien, là on parlera de phénotype cellulaire. Donc la cellule sera une conséquence, en fin de compte, de l'expression de gènes, et notamment de l'expression en fait de certaines molécules qui vont réagir les unes aux autres. Bon, les réactions chimiques sont très complexes et on parle là de métabolisme.
Bon, et ensuite, en dernier recours, les cellules vont s'organiser entre elles pour former par exemple des organes, et l'ensemble des organes formera par exemple un organisme entier tel qu'un corps humain, et donc là on parlera de phénotype macroscopique. Bon, pour simplifier les choses. Donc je répète le sens général concernant ce troisième thème, corps humain et santé, et ce sous-thème 3A, le maintien de l'intégrité de l'organisme, quelques aspects de la réaction immunitaire. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de maintien de l'intégrité? Parce qu'un corps, lorsqu'il est attaqué par une bactérie ou un virus, eh bien, n'a pas son intégrité. En fait, donc, parce qu'il y a donc ces bactéries, ces virus, donc il y a une infection, et cette infection va faire que cela va avoir tendance à dégrader l'homme, à détruire l'organisme. Or, on veut garder l'organisme entier. Donc pour cela, des réactions immunitaires se mettent en place grâce au système immunitaire, ce qui a pour but de protéger l'organisme et donc de maintenir son intégrité. Alors donc, je répète les trois sous-thèmes. Tout d'abord, dans le sous-thème 3.1a, une réaction relativement rapide qui va se mettre en place tout de suite et qu'on appelle une réaction innée. Elle est innée, ça veut dire qu'elle est immédiate. Et on parlera entre autres de réaction inflammatoire, mais il n'y a pas que cela. Ensuite, 3A2, sous-thème 3A2, l'immunité qui va s'adapter si la réaction précédente n'est pas efficace. Donc ce seront des réactions lentes, donc qui mettent à peu près 8 jours à se mettre en place. Ce sera une immunité adaptative, donc qui va s'adapter au fait que la réaction inflammatoire, enfin les réactions rapides précédentes n'ont pas été efficaces. Donc ça prolonge tout simplement l'immunité innée. Et ensuite, on verra qu'au cours de la vie, des choses changent. Donc on est infecté par des microbes régulièrement, donc que ce soit des parasites, des virus, des bactéries, etc. Et donc que notre système immunitaire n'est jamais le même d'un instant à l'autre, puisqu'il y a une évolution. Si par exemple on se fait vacciner contre la grippe, eh bien ces nouveaux virus qui vont apparaître et qui sont issus de certaines mutations, eh bien, vont induire le fait que notre système immunitaire va s'adapter à ces nouveaux assaillants. Donc vont sécréter de nouvelles molécules, et de ce fait-là, le phénotype immunitaire évolue tout au long de la vie, en partant de la naissance jusqu'à la mort de la personne, et même au niveau de la vie intra-utérine. Donc voilà pour les trois sous-thèmes. Je répète une dernière fois le sens général de ce sous-thème 3A. Comprendre, donc le sens général, ce serait comprendre que la bonne santé d'un individu résulte de réactions immunitaires. Donc le système immunitaire se met en place pour que l'on reste en bonne santé. C'est la base d'un équilibre dynamique. Donc ça veut dire que l'enjeu de ce qui se passe entre les microbes et puis les globules blancs, par exemple, c'est très dynamique. C'est une lutte permanente, mais adaptée au système immunitaire précis, à un moment donné précis de la vie de l'homme, d'où le terme que l'on a vu d'où le terme de phénotype immunitaire au cours de la vie, variable et qui s'adapte. Donc, je répète en fait parce que je me disperse, comprendre que la bonne santé, donc le sens général, comprendre que la bonne santé d'un individu résulte de réactions immunitaires, base d'un équilibre dynamique, développé en réponse à des dérèglements internes ou à des agressions du milieu extérieur. Ensuite, toujours dans le thème 3, corps humain et santé, on parlera du sous-thème 3B, et là on se place plutôt côté neurologie, neurones et fibres musculaires. On va parler de communication nerveuse. Alors, le sens général sera de comprendre plus finement le système neuromusculaire en identifiant le fonctionnement sommaire du réseau neuronique du cortex cérébral, caractérisé par sa plasticité. Alors, ça paraît compliqué. Maintenant, on va essayer de regarder les trois sous-thèmes. 3B1, alors je répète le thème 3B, neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse. Alors, ça veut dire que là, en fait, on part d'un neurone. Le neurone, c'est une cellule qui fait partie du système nerveux. Musculaire, muscle. Le muscle contient des fibres musculaires, c'est-à-dire des cellules, en fait. Un ensemble de cellules musculaires forme un muscle. Un ensemble de neurones va former, enfin l'ensemble de tous les neurones et puis du système nerveux cérébrospinal, en fait, va former
le système nerveux en lui-même. Système nerveux cérébrospinal. Cérébro, ça veut dire qu'il provient du cerveau, donc hémisphères cérébraux, avec des neurones à l'intérieur, et entre autres, il y a un cortex avec différentes zones, dont les zones associatives, etc. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc du coup, thème 3B, neurones et fils musculaires, la communication nerveuse. Alors, ah oui, donc il faut une communication entre donc le système nerveux et les muscles. Donc les muscles sont commandés par le système nerveux, en fin de compte. Il faut bien qu'il y ait un point de rencontre. Alors on verra que le rôle des synapses dans ces points de rencontre est très important. Alors les sous-thèmes du thème 3B sont 3B1, le réflexe myotatique. Alors on verra que c'est un exemple de commande réflexe du muscle et on verra que c'est une adaptation permanente à la gravité, en fait. Thème 3B2 de la volonté au mouvement. Ça veut dire que là, on va pouvoir opposer, par exemple, un réflexe pur qui ne fera intervenir que la moelle épinière à des réactions qui vont passer par la moelle épinière, mais qui vont aussi également passer par le cerveau. Le cerveau a la volonté de faire quelque chose, par exemple de faire un pas en avant, eh bien le mouvement est la conséquence d'une volonté qui elle-même est la conséquence de communication nerveuse au sein du cerveau, enfin entre le cerveau, la moelle épinière et les muscles. Et thème 3B3, nous parlerons de motricité et de plasticité cérébrale. Alors la motricité, c'est le fait que, par exemple, on va pouvoir se déplacer en faisant intervenir tout le système musculaire. Si par exemple on veut courir, marcher, eh bien ce sont tous les muscles des jambes qui vont être mis à contribution. Plasticité cérébrale, c'est quand il y a une adaptation permanente. Voilà. Si par exemple quelqu'un veut apprendre à jouer du piano, de l'accordéon, n'importe quoi, au niveau des aires cérébrales, on verra qu'il y a une adaptation du cerveau à cette nouvelle notion qui est présentée à lui sous forme de messages nerveux sensitifs qui se transformeront en messages nerveux moteurs, mais pas que cela. Ça veut dire que certaines zones du cerveau vont pouvoir s'élargir, s'étaler, évidemment au niveau de synapses et au niveau de communication nerveuse également. Alors le sens général, je répète, et les muscles, donc il y a un système de communication que l'on appelle le système neuromusculaire. Alors, donc comprendre plus finement le système neuromusculaire en identifiant le fonctionnement sommaire du réseau neuronique, c'est-à-dire tous les neurones à certains endroits du corps, mais dans l'organisme entier également, qui sont en communication les uns avec les autres par l'intermédiaire de synapses. Donc il faudra comprendre évidemment le rôle de la synapse. Il y aura donc un neurone qui sera un petit peu avant, donc que l'on appellera le neurone présynaptique. Il y aura un espace qu'on appellera un espace entre les deux, donc espace synaptique, c'est simplement un vide. Et ensuite le neurone post-synaptique qui possédera lui des neurones, des récepteurs plutôt, qui permettront à des neurotransmetteurs de se fixer pour induire, pour prolonger un message nerveux qui proviendrait du neurone présynaptique qui lui possède des vésicules qui contiennent elles-mêmes des neurotransmetteurs. Donc là, on aura bien un réseau neuronique, donc une communication entre différents neurones. Mais cette communication entre différents neurones devra elle-même entrer en communication avec tout le système musculaire afin que l'organisme entier puisse se déplacer ou agir en tout cas. Ensuite, donc je répète la phrase entière, comprendre, donc le sens général, comprendre plus finement le système neuromusculaire en identifiant le fonctionnement sommaire, c'est-à-dire très simple, du réseau neuronique, virgule, du cortex cérébral, caractérisé par sa plasticité. Donc là, on voit que la plasticité va se faire au niveau du cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est une zone du cerveau donc qui a quelques millimètres d'épaisseur et au niveau duquel tous les messages vont arriver et partir. Autrement dit, tout ce qui est sensitif, tout ce qui est message nerveux sensitif va arriver au niveau du cortex. Et comme il y a de nombreuses zones du cortex donc qui correspondent à des zones de la sensibilité, il y aura des zones associatives également qui feront partie des zones de motricité. Autrement dit, il faudra qu'il y ait au niveau de toutes ces aires cérébrales ce que l'on appelle une intégration des informations, intégration qui va permettre à la personne de s'adapter
à une situation précise. Alors la plasticité fait partie de cette adaptation, en ce sens que si par exemple on perd l'usage d'un doigt, admettons l'index, or l'index est une partie très importante du corps et qui possède au niveau des aires cérébrales une zone elle-même très importante. Si on perd un index, eh bien la zone correspondant au majeur va s'élargir afin que la personne qui a perdu cet index s'adapte d'autant plus à une meilleure utilisation du majeur. Par exemple, toutes les personnes qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, c'est pareil, il y a des aires qui vont s'élargir, alors au niveau de synapses, de nouvelles synapses qui vont se créer pour élargir ces zones qui vont permettre un perfectionnement de ce que l'homme fait, en fin de compte, dont tout le terme de plasticité. Ça veut dire que l'homme est capable de réagir, de s'adapter à différents contextes selon ce qui se passe dans sa vie. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est rappel du sens général des différents thèmes et sous-thèmes. Le cours est terminé. Merci.